Bienvenue sur l'invité, votre émission qui reçoit ceux et celles du monde entrepreneurial qui essaient d'innover, de bâtir et de construire un avenir meilleur pour la jeunesse de demain. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir pour vous un homme d'expérience. Il a pour nom Kebo Karel Okio. Il est analyste programmeur, entrepreneur multicasquette. Vous êtes le cofondateur de la plateforme musicale Africaplay, CEO de Classic Group, PCA de Radio Ilema, et vous êtes également écrivain. Monsieur Kebo Karel Okio, bienvenue sur l'invité. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir également. OK. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous. Nous allons passer, d'accord, par le monde entrepreneurial avant de venir peut-être à votre passion qui est l'écriture, puisque vous êtes écrivain. Alors, je vais vous demander de nous présenter un peu votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, ça a commencé, comme vous avez dit, par la programmation. Oui. J'ai fait des études en ingénierie informatique, donc début des années 2000. Donc de 2003 à 2008-2009, je faisais des sites web, des petits programmes de gestion pour pharmacie, des trucs, voilà. Les TIC à l'époque, c'était ça, c'était des sites web pour les entreprises qui étaient déjà un peu en avance et tout. Et après, j'en voulais plus. Je rêvais de mieux. Oui. En même temps, je passais du temps à suivre mon père qui est cinéaste, qui produit des films documentaires. Donc, je le suivais sur plateau. Je suivais la gestion de tout ce qui était production. Ça depuis l'enfance. Hein. Oui. Donc, je me disais que j'allais étudier des finances et mieux maîtriser un peu la gestion de tout ce qui est production, tout ça. Donc, je suis allé étudier après encore les finances et je suis revenu. Donc, après ça, j'ai lancé Classic Group et voilà. Et je suis devenu entrepreneur, voilà. Voilà, OK. Alors, quand on parle d'entrepreneur, tout à l'heure, j'ai cité un certain nombre d'entreprises que vous administrez ou que vous dirigez. J'ai parlé d'Africaplay, j'ai parlé de Classic Group, j'ai parlé de Radio Ilema. Alors, dites-nous brièvement vos différentes entreprises, présentez-nous et dites-nous quelle est l'histoire derrière la création de chacune d'elles. Classic Group, ça vient de... En fait, le nom vient déjà, en fait, d'une signature que j'avais quand je faisais de la musique. À l'époque, je produisais, quand j'étais plus jeune, étudiant, je produisais beaucoup de... D'artistes? Oui, d'artistes et de morceaux que je composais. Donc, la signature, en fait, c'était classique. J'ai encore ça commence dans ton début, classique. Et donc, c'est devenu Classic Music, un petit label de production à l'époque et tout. Donc, finalement, voilà, quand j'ai voulu lancer la structure, voilà, à NSARL, on a gardé classique. Parce que c'est déjà connu un peu par le milieu urbain. Oui. Voilà. Donc, c'est devenu Classic Group. Classic Group, c'était vraiment pour produire tout ce qui était cinéma, contenu vidéo à l'époque, communication et tout ça. Donc, voilà. Donc, on a commencé par des contenus vidéo pour Internet, avec la publicité. Et voilà, c'est né comme ça, Classic Group. Okay. Bon. Et après, Classic Group? Oui, en évoluant, je me suis lancé un peu, comment je vais dire, étant donné ma formation d'analyste programmeur, tout ça, voilà, essayer de combiner tout ce qui était tech à tout ce qui était la passion, divertissement, voilà. Tout ce qui était production. Donc, on a lancé à l'époque Acoustic Radio, qui était une des premières radios en ligne dans les années, je sais plus quand, 2017 ou 2016-2017, et Acoustic Radio. Donc, ça a eu un succès d'extrême, mais c'était pas rentable. C'était pas rentable du tout. Mais ça tournait, on avait beaucoup d'auditeurs. Vous avez connu. Voilà, Acoustic Radio, on avait des émissions, là, ça tournait, mais c'était pas rentable. Donc, après 2 ans et demi, j'ai dû shutdown, fermer. Et avec un autre ami, qui avait également la même vision, genre tout ce qui était distribution musicale, Timac,
et son frère Jupiter ont décidé de lancer ensemble Africa Play. Ok. Donc voilà, donc ils s'occupent de distribuer la musique africaine sur C'est une plateforme numérique. Numérique, en ligne. Et bon, ça va pour le moment, on doit avoir 500 artistes. Donc on peut dire que c'est le bébé de l'ancienne plateforme que vous avez qui ne rentrait pas. Oui, en fait, je crois nous deux, on s'est rencontrés, bon, pas rencontrés, on s'est rencontrés depuis. Je crois que, en fait, ils ont, tu vois, il y a son expérience avec Digit Africa, qui était déjà dans la distribution. Et moi, j'avais fait mon expérience acoustique radio. Donc, c'était devenu un mélange d'expériences. Et bon, voilà, on a ensemble lancé Africa Play. Africa Play. Ok. On parle également de la radio Ilema, dont vous êtes dans le PCA. Oui. Voilà. La radio, je suis pas, voilà, j'en ai hérité. Le promoteur, c'est mon père, François Okio. C'est lui qui a pensé son... Que nous saluons au passage, bien sûr. Lui qui a pensé la radio pour Datsazoumé, pour les collines. Oui. Donc, j'en ai hérité. C'est pas qu'il est décédé, mais il est à la retraite un peu. Donc, j'en hérite. Je dirais tout ce qui est administratif, tout ce qui est finance, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est futur pour la radio. Ok. Eh ben, lorsqu'on parle d'entreprise, c'est qu'il faut parler également de finances, parce que les entreprises ne peuvent pas fonctionner sans qu'il y ait un financement donné. Alors, comment vous êtes arrivé à financer le démarrage de plusieurs entreprises? C'est vrai qu'elles n'ont pas toutes commencé au même moment, mais comment vous y êtes arrivé? Je vais pas dire par chance, hein, mais bon. C'est vrai que j'ai fait les études en finance. Donc, quand tu as le projet, tu fais ton business plan, tu fais tes calculs. Ouais. Et malheureusement, sur le terrain, c'est jamais comme ça. Non. La réalité est tout autre. Voilà, c'est tout autre. Allez, pendant qu'on étudie, on fait des études de cas, on te parle de banque, de financement, de la théorie, tout ça. Sur le terrain, c'est jamais comme ça. Donc, bon, quand ça doit marcher, bizarre, bon, quand ça doit exister, la nature s'arrange pour que les choses se fassent. Toutes les énergies concordent à ce que ça se réalise. Que des rencontres, en fait, se réalisent, tout ça, pour que ça arrive. Donc, je vais dire, la première société qu'on a créée, j'ai financé mon premier bureau en faisant, puis que j'étais beatmaker, je faisais des instrumentaux pour les artistes, je payais la secrétaire que j'avais avec les sous qui venaient. Ça. Donc, j'ai fait 1 an comme ça. La première année sans entrée. Donc, j'étais payé tout ce qui était réflexion, tout ce qui était travail de terrain, études, et tout, voilà, comme ça. Donc, voilà. Ça a commencé comme ça. Donc, après 1 an, j'ai eu un prêt que j'ai jamais remboursé, mon père, pour prendre un grand bureau, lancer, en fait, un studio vidéo à l'époque, c'était en 2015. C'était fin 2014. Donc, c'était pour faire donc on avait fait un grand studio, fond blanc, avec plein de trucs pour accueillir les émissions, tout ça. Et tout. Donc, ça, c'était la première. Donc, il m'avait aidé vraiment à financer au départ, et voilà. On a continué. D'accord. Et pour les autres, comment ça s'est passé? Puisque lorsque je parle, par exemple, d'Africa Play, par exemple, vous étiez en association avec un partenaire. Comment vous êtes Acoustic Radio, c'était pareil. Acoustic Radio aussi, j'étais partenariat avec d'autres amis qui avaient la même vision que vous. Voilà. Qui avaient rêvé pareil, qui se disaient que voilà, qu'on pouvait faire des choses comme ça, qu'on pouvait aller plus vite aussi avec le numérique et tout ça. Mais je crois on était trop en avance sur le temps. Oui, c'est vrai. À l'époque. Voilà. À l'époque, on était trop en avance sur le temps. On a fait, bon, voilà. Donc, en tout cas, c'était l'expérience. Il fallait qu'on la fasse. Voilà, on les a fait. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, à part le financement, vous avez eu à gérer les entreprises, c'est-à-dire que vous étiez au niveau du management, vous étiez un bon leader sûrement, sinon vous n'aurez pas ces résultats. Alors, dites-nous, quel est votre style de management? Qu'est-ce qui vous a permis quand même de pouvoir gérer de façon, en tout cas, de façon objective et de façon question rentabilité ces entreprises-là jusqu'aujourd'hui? J'ai un style de management qui, je crois, je vais pas dire ça mais propre, parce que j'ai jamais suivi les conseils d'école. Oui.
Je fais les choses comme je sens les gens. Donc j'essaye, je regarde la personne avec qui l'équipe. Quand au début, je laisse faire. Quand je sens que j'ai pas de résultat, je prends je je deviens un peu plus rigoureux, un peu plus. Voilà. Mais au départ, en fait, je laisse les gens montrer ce qu'ils savent faire, comment ils savent bouger, comment voilà. Et voilà, si ça ne donne pas ce que je veux. Vous fixez des objectifs maintenant, voilà, vous mettez la rigueur qui va avec. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez un style de management qui est très personnel, qui est très propre à vous et qui dépend sûrement de la situation, de l'environnement, de tout ce qui va avec. Vous avez une agence de communication. Vous êtes également dans les médias puisqu'on a parlé de Radio Ilema. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez qui sont liées surtout à la gestion de ce côté-là, surtout au niveau de la radio et au niveau de la communication, de votre agence de communication? L'agence, le principal problème qu'on a, c'est la gestion, en fait, c'est les retards de paiement des clients. Et c'est pas leur faute, souvent, hein, c'est surtout qu'on a des contrats avec le gouvernement, avec les entreprises. Ça prend du temps parfois. Pas parfois. C'est beaucoup de difficultés contractuelles et qui font qu'on a des difficultés de gestion du personnel et de tout le reste. Trésorerie. Donc, beaucoup de retard de paiement ici. Voilà. Pour nous également. C'est souvent ça le principal problème qu'on a, ici. Et comment vous arrivez à gérer du moment où vous n'avez pas ces entrées-là au moment voulu et alors qu'il y a des charges à couvrir? C'est beaucoup de prières, beaucoup de résilience et beaucoup de don de soi. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à, comment je vais dire, à entendre des choses, à subir beaucoup d'humiliation, tout ça. Mais voilà, donc c'est beaucoup de persévérance et d'humiliation et de résilience. Bon, c'est vrai, hein, parce que ici également, nous sommes là pour pouvoir apprendre à la jeune génération comment supporter, comment arriver quand même à gérer malgré le stress, malgré toutes les contraintes liées à la gestion d'une entreprise. Alors, dites-nous, quels conseils pourrez-vous donner aux jeunes béninois et africains qui sont ou bien qui essaient de rentrer dans le monde entrepreneurial aujourd'hui? En tout cas, je suis émerveillé déjà de voir qu'il y en a de plus en plus. Pas que je me dis que c'est la solution, pour que voilà, mais je suis quand même émerveillé de les voir malgré l'environnement, de les voir aussi prêts à défoncer les portes et à arriver. Donc je ne peux que les conseiller de ne pas totalement faire confiance au plan. C'est-à-dire que les plans sont supposés, comme on dit en entrepreneuriat, pas marcher. C'est-à-dire qu'on fait on fait des plans chaque mois, je vais dire. Et chaque mois, on adapte, en fait, le premier plan à la réalité. À la réalité. Les réalités sont complètement différentes. Et je pense que par mon expérience à moi, ce que je peux dire surtout pour les plus jeunes, c'est de vraiment s'adapter à notre environnement, de ne pas copier tout ce qui vient de l'Occident en pensant non, pas forcément tout ce qui vient de l'Occident, mais copier un modèle, même togolais, et le recoller ici. Parce qu'en fait, le client est différent. C'est-à-dire que comment pense les Béninois n'est pas comment pense le Togolais. La réalité sociologique est différente, culturelle. Donc, même au niveau de la distribution, en fait, des produits, il faut vraiment suivre le modèle qui va le plus aux Béninois, quand tu veux vendre aux Béninois. D'accord. Quand tu veux vendre à l'Africain, vraiment, il faut vraiment déterminer le modèle le plus adapté possible pour, voilà. Mais je remarque souvent, en fait, que, malheureusement, on distribue un peu comme les Européens distribuent. Et que quand les Européens viennent ici, ils distribuent, en fait, comme il faut distribuer. En Afrique. Donc, ils ont toujours, en fait, un avantage. Chez eux, quand ils viennent, ça tourne. Et nous, on a toujours envie de distribuer comme eux distribuent là-bas. Voilà. Donc, c'est qu'il faut adapter son idée d'entreprise avec les réalités sociologiques du milieu, du temps, de l'environnement, parce que les réalités d'hier ne sont pas forcément les mêmes réalités aujourd'hui, par exemple. Ou peut-être le modèle type que vous essayez de copier en tant qu'entrepreneur n'est pas également le même modèle qu'on doit utiliser aujourd'hui. Alors, pour ces jeunes qui essaient et qui échouent,
qu'est-ce que vous leur demandez? Est-ce qu'ils doivent réessayer ou bien ils doivent abandonner d'abord pour aller sur le monde de l'emploi d'abord et revenir peut-être à leur idée d'entreprise? C'est compliqué de dire, il faut faire ça. Je crois que ça dépend de chaque personne, de chaque moment. En fait, c'est toujours le timing. Je me rappelle, quand j'ai lancé l'agence de communication, j'avais pas de clients. J'écumais les journaux pour les appels d'offres, les trucs, tout le temps, on était en train de courir partout, on n'avait pas de clients. Et j'ai vu un ami qui bossait dans l'agence de communication. Il m'a dit, comment ils font, comment ça se passe vraiment? Et il me sourit, il me dit, il te faut 10 ans. Il avait raison, en fait. Oui. Au départ, j'étais genre bouleversé, mais c'est pas la peine. C'est pas tout le rêve qu'on se faisait avant de Mais il avait raison. Arriver. Ouais. Il faut en fait beaucoup d'années, beaucoup d'expériences, même les plus banales. Voilà, les gratuites, même plein de choses comme ça. Histoire de prouver en fait aux plus gros clients que tu existes. Que vous avez une marque. Ouais. Voilà, donc des fois c'est une histoire de résilience, mais des fois il faut prendre du recul et changer de côté ou bien changer d'angle, oui, pour pouvoir quand même essayer de rester dans l'environnement. Oui. En fait, ça c'est quand vraiment on sent que c'est l'entrepreneuriat. En fait, ça c'est quand on a une vision pour entreprendre vraiment. Ceux qui sont juste devenus entrepreneurs parce qu'ils n'avaient pas de boulot, c'est autre chose. Eux, ils vont forcément repartir certainement. Dès qu'ils auront une occasion, ils vont repartir vers l'emploi, au salariat. Voilà. Mais ceux qui sont dans l'âme entrepreneur, c'est compliqué. Ils ont toujours besoin de la liberté là, de pouvoir innover, de pouvoir construire. Réessayer également. Voilà. Dites-nous, c'est vrai que à travers toute l'expérience que vous avez déjà eue depuis des années en matière de management d'entreprise, en matière de gestion et tout le reste, vous avez eu forcément une expérience positive qui vous a marqué, forcément. Pouvez-vous nous partager peut-être un exemple ou un cas de figure? Quelqu'un comme moi qui a autant échoué, parce que j'ai beaucoup échoué. Ou bien vous aimeriez peut-être commencer par l'expérience Non. négative, Donc, je veux dire que tellement j'ai échoué que il y a des expériences positives sont particulières pour moi. Dire que c'est vraiment, voilà, on les cherche, et quand on les trouve, elles nous marquent à vie, quoi. Donc, je me rappelle, on a fait, j'ai produit la série Tic Tang, la saison 2. Oui. Et, on devait faire je rêvais d'un lancement, en fait, différent, dans un cadre, d'un cinéma moderne et tout, vraiment dans un esprit, différent. Et, j'en rêvais vraiment, j'ai fait 6 mois, me dire, on fait ça, on fait pas ça, ou on laisse. Donc après, on a eu un deal avec Canal Olympia. Au début, Canal Olympia était, voilà, au début, Canal Olympia 2018. Et, on démarre la com pour lancement Canal Olympia. Oui. Et le jour du lancement, en fait, il y a une queue énorme. Il y a une queue incroyable qui dépasse le nombre de places en fait disponibles là. Donc finalement, on finit par laisser les gens entrer. Ils s'asseyent sur les escaliers dans le Canal Olympia. Oui. Et donc en fait, je voyais les gens rire, je sortais, couler les larmes et je revenais. C'était compliqué en fait de produire la série. Ça a été un combat incroyable. Donc c'est une expérience particulière de voir quand même l'engouement après pour le film, pour la série. C'était super génial. Ça a donné beaucoup plus que vous ne l'espérez même parce que oui, l'engouement était incroyable. Au-dessus de la norme. Et c'est resté comme ça pendant toute la période de diffusion, même sur RTB. Après, c'était incroyable. C'est vrai, c'était une belle série, on avait tous suivi, c'était vraiment très innovant également. Alors, revenons-en à l'expérience négative entre griffes qui vous a marqué, qui vous a donné peut-être du désespoir, du dégoût parfois même à l'entrepreneuriat ou bien à vos idées, dites-moi. La plus marquante, ça reste de mes débuts comme entrepreneur. Oui. Après, je me suis forgé un mental un peu plus costaud. Oui. Un jour, je devais voir
de mes anciennes gestionnaires à la banque pour un emprunt. Oui. Et je vais là-bas, voilà, prêt pour, voilà. Et elle me dit non, il y a pas, voilà, c'est pas possible et tout ça. Et je sors en fait du bureau complètement dépité, complètement cassé. Et je reçois un appel en fait en sortant du bureau. Donc je sors mon portable et tout ça. Et mon portable tombe. Et c'était en fait une mezzanine. Donc on est en haut. Donc ça tombe en fait dans le rôle en bas. Oui. Le portable complètement Cassé. Pas cassé. Donc je descends, tout le monde dort. Donc je ramasse mon portable cassé. Et je sors de la banque et je rentre dans la voiture, je démarre, il n'y a plus d'essence. Donc je reste en fait dans la voiture là comme ça. Oui, pendant un bon moment. Pendant un moment complètement découragé, voilà, plus envie de continuer. C'est vrai. C'est vrai que ça fait partie en réalité hein, des réalités que vivent plusieurs autres entrepreneurs comme vous qui ont eu peut-être ces expériences-là désagréables, négatives, qui les ont marquées, mais qui ont sûrement pu leur donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Alors, vous êtes également écrivain, alors je veux que vous nous parliez de votre tout dernier livre que vous avez sorti. Voilà, mon dernier livre s'appelle Elle porte masque. C'est un roman d'espionnage qui raconte une histoire particulière de voleuses d'arnaqueuses en fait qui ont des manœuvres particulières. Oui. Voilà. Donc au fil du temps, on découvre que les manœuvres sont liées à une conspiration un peu plus au sommet de l'État. On tend déjà vers la fin de notre émission. Je vous ai demandé, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la population, à vos clients et également peut-être à vos partenaires? Vous avez un mot à leur dire, remercier quelques-uns ou un mot à leur endroit? En premier, j'aimerais remercier mes parents. Ça, ils m'ont porté pendant 10 ans d'entrepreneuriat. Quand j'ai porté, c'était les soutiens. C'est eux que j'appelle chaque fois pour me plaindre. Bon, voilà. Et donc, je les remercie en premier. Je remercie mes partenaires et clients, ceux qui m'ont toujours, les clients qui ont finalement compris que je pouvais leur offrir des services. Et mes partenaires, ceux qui m'ont toujours suivi malgré les difficultés, l'environnement, malgré tout. Monsieur, je rappelle que vous êtes Kebo Karel Okio, vous êtes analyste programmeur, entrepreneur multicasquette. Vous étiez avec nous, vous avez partagé avec nous une expérience riche en matière d'entrepreneuriat. Vous avez partagé également avec nous les difficultés que vous avez rencontrées et je sais que ça va édifier plus d'un et vous les encouragez à y aller. C'est vrai que le chemin n'est pas facile, il y a plein d'échecs qui vous attendent en tant qu'entrepreneur et qu'il faudra pas vous décourager, il faut beaucoup de résilience. Et c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Portez-vous bien et rendez-vous pour la prochaine fois.